Si tu regardes une chaîne YouTube consacrée à la finance et au business, je parie que tu as vu Le Loup de Wall Street au moins une dizaine de fois. C'est un film incroyable qui a inspiré une génération de vendeurs un brin prétentieux aux quatre coins du globe. Mais il y a une réplique qui me fait encore bouillir le sang, même 7 ans après. Une IPO est une introduction en bourse en fait. C'est une opération qui consiste à vendre des titres des capitales à la population. Étant la firme rendant le capital public, nous avons fixé le prix d'introduction, lui vendu ses actions immédiatement à nos années. Alors Vous ne comprenez pas un mot à ce que je dis, n'est-ce pas? C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Mais non, moi je suivais, ça compte vraiment, j'avais même mon carnet et mon stylo prêts à écrire. Et si t'étais dans le même cas que moi, tu t'es très certainement reconnu. C'est même un des éléments les plus importants du film selon moi. Le vrai Jordan Belfort lui-même a admis que le film n'était qu'une adaptation très libre de son livre, et que ce livre, lui, ne reflétait qu'en partie la réalité. Beaucoup de choses avaient été volontairement omises, car leur inclusion aurait pu être assimilée à des produits d'activités criminelles. De la même façon, Martin Scorsese, expert pour retracer la montée et la chute des figures du crime organisé, n'était pas là pour analyser en profondeur des fraudes sur le marché boursier. Mais pas de panique, vous m'avez. Il est temps de découvrir comment l'argent fonctionne pour lever les voiles sur les opérations douteuses de Stratton Oakmont et de comprendre comment Belfort réussissait à engranger presque 1 million de dollars par semaine en gains mal acquis. La carrière de Jordan Belfort a véritablement décollé lorsqu'il s'est retrouvé licencié de son poste chez LF Rothschild. Avant les années 2000, acheter des actions n'était pas du tout aussi simple que d'aller en ligne et de taper un symbole boursier. À l'époque, il fallait appeler un vrai courtier, une personne réelle, pour lui donner des instructions sur les actions à acheter ou à vendre. Et souvent, c'était même le courtier qui appelait ses clients pour leur dire quoi faire, pour obtenir des informations. Aujourd'hui, il suffit de taper GMA sur Google et hop, le cours apparaît. Dans les années 80, il fallait soit attendre le journal du lendemain, soit appeler son courtier pour connaître l'état du marché. Comme le souligne si justement Matthew McConaughey. Règle numéro 1 à Wall Street. Il n'y a personne qui sait. Je me fous que tu sois Warren Buffett ou Jimmy Buffett, car personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Et les courtiers encore moins que les autres. Alors pourquoi faisait-il tout cela? Eh oui, parce qu'il touchait des commissions non négligeables en exécutant ces transactions. Aujourd'hui, on se fait à l'idée des brokers en ligne sans aucune commission. Mais ça n'a clairement pas toujours été le cas. Dans les années 90, il n'était pas rare que chaque transaction coûte jusque 2% de la valeur totale des actifs échangés. Généralement, le courtier recevait 1% et son entreprise l'autre 1%. Plus tard, Jordan Belfort travaillera pour plusieurs sociétés de ce type. Même si le film en donne une image assez représentative, on parle ici de courtier de gré à gré, bien différent des sociétés de courtage opérant sur les bourses officielles comme LF Rothschild. Les courtiers officiels facilitent des échanges sur des marchés publics avec une équipe de personnes sur le parquet du NYSE qui crient les ordres pour le compte des clients, relayés par les courtiers de leur bureau. Ce système, comme nous l'avons vu, restait vulnérable aux abus, notamment lorsque les courtiers poussaient leurs clients à multiplier les actions pour gonfler leurs commissions. Toutefois, la bourse gardait un certain contrôle sur tous les acteurs du jeu, pour éviter que tout ne parte en vrille. Si un courtier ou une société de courtage se comportait de façon préjudiciable à la réputation de la bourse, celle-ci se réservait le droit de les expulser du parquet. Sans transaction, le business était fichu. Par ailleurs, les bourses réglementaient strictement les entreprises cotées en vérifiant leurs états financiers, en effectuant des contrôles sur la direction et en s'assurant que, par exemple, la mère du PDG ne décroche pas le téléphone depuis leur siège. Les firmes de gré à gré fonctionnaient tout autrement. Ne faisant pas appel au service d'une bourse, elles se passaient de nombreuses réglementations et de nombreux contrôles. Une entreprise pouvait directement solliciter ses courtiers pour lever, par exemple, 1 million d'euros destinés à financer la recherche et développement d'une nouvelle technologie radar aux applications militaires et civiles. Le courtier acceptait, moyennant une commission qui, dans le cinéma hollywoodien, est parfois vraiment exagérée à 50%. En réalité, il s'agissait probablement que de 10 à 20%, mais quoi qu'il en soit, il est évident qu'une entreprise devant céder une part aussi importante pour obtenir des fonds n'est guère digne d'intérêt pour un investisseur. Et c'est exactement pour cela que Jordan Belfort et ses associés ont eu recours à des techniques de vente sous pression auprès d'investisseurs peu avertis. C'est ainsi que Jordan a fondé Stratton Oakmont, une filiale de Stratton Securities, une petite société de trading capable de traiter à la fois des actions de gré à gré et des titres cotés en bourse. Belfort et ses cofondateurs, Brian Blake et Danny Poroch, incarnés dans le film de 2013 sous le nom de Donny Azoff, finiraient par racheter l'intégralité de l'entreprise et entreprendre de la transformer. Belfort gagnait déjà très bien sa vie pour reprendre ses mots, mais il avait des ambitions bien plus grandes. Il a donc constitué une équipe de courtiers à qui il ordonnait de promouvoir agressivement toutes les actions qu'il leur indiquait. Avant de donner ses ordres, il appelait des contacts non affiliés à lui-même, mais dignes de confiance, qu'il surnommait affectueusement ses taupes.
pour qu'ils achètent une grande quantité d'actions d'une petite entreprise, de préférence une société dont la capitalisation boursière était inférieure à 100 millions de dollars. Dès que Seto possédait une part significative de l'entreprise, il envoyait ses courtiers vendre ses actions à tout prix. La frénésie d'achat faisait grimper le cours, ce qui facilitait l'argumentation auprès de nouveaux investisseurs du genre « cette action a doublé de valeur cette semaine, foncez, sinon vous allez passer à côté ». Une fois que le prix atteignait un certain seuil, il ordonnait à ses taupes de commencer à vendre. Pendant ce temps, la société se rendait délibérément difficile pour ses clients réguliers. Les courtiers étaient instruits pour ne pas répondre aux appels des investisseurs voulant vendre, voire de perdre volontairement les ordres de vente. Cela donnait le temps aux taupes de liquider leur position. Et dès que les investisseurs réguliers pouvaient enfin vendre, le cours s'effondrait. Les taupes récupéraient alors les bénéfices tout en laissant à Belfort une part non négligeable. Cette arnaque, je pense qu'on peut l'appeler comme ça aujourd'hui, prit une ampleur encore plus grande lorsque Stratton Oakmont commença à introduire des entreprises en bourse. Une offre publique initiale IPO correspond au moment où une entreprise est cotée pour la première fois sur un marché public. Ce processus, encadré par de nombreuses règles, offre à l'entreprise la possibilité de lever des fonds plus facilement auprès de grand public. Pour ce faire, elle fait appel à une firme de souscription qui l'accompagne tout au long de l'opération en assumant une partie du risque. Le succès d'une IPO se mesure simplement au fait que toutes les actions proposées se vendent au prix convenu ou au-dessus. Habituellement, les entreprises se tournent vers des banques d'investissement pour cette souscription. Mais à l'apogée de Stratton Oakmont, Belfort réussissait à convaincre certaines sociétés de faire appel à leurs services. Vous pourriez penser que la réintroduction des marchés publics aurait freiné les arnaques de Belfort, mais c'était justement pour contourner les régulations strictes des bourses que ces premiers coups avaient lieu. Et Jordan n'avait pas laissé cet obstacle l'arrêter. Il a su mettre en place un système pour tirer profit des deux mondes. Jordan demande à ses taupes d'acheter les actions d'une entreprise sur le point d'être introduite en bourse. Dès que l'entreprise entrait sur le marché public, il ordonnait à son armée de courtiers de vendre ses actions IPO à tous leurs contacts. Cela faisait exploser le prix de l'action comme auparavant, mais cette fois-ci, le fait d'être coté attirait également l'intention d'investisseurs qui ne connaissaient même pas Stratton Oakmont. Les gens entendaient que l'IPO affichait une hausse de 50% dès l'ouverture et voulaient participer à la fête. Le fameux principe de la FOMO, le Fear of Missing Out, ou la peur de louper une opportunité. Les taupes profitaient alors de cette ruée pour vendre discrètement leurs actions et se faire un magnifique bénéfice. Jordan avait ainsi su combiner le côté non régulé des opérations de gré à gré avec la crédibilité des actions cotées pour créer l'arnaque ultime. Et voilà comment ça se faisait. Eh bien pour ceux qui n'ont pas encore fait le lien, c'est ce qu'on appelle le pump and dump ou le rug pull, le mécanisme par lequel Belfort s'est fait des millions. Pendant longtemps, on aurait pu croire que ces combines appartenaient au passé. Les plateformes de trading en ligne et l'accès immédiat aux informations boursières ont permis aux investisseurs de ne plus être à la merci des courtiers, en mode hype des petites capitalisations. Malheureusement, l'essor du marché crypto, encore faiblement régulé, a permis à ces arnaques de refaire surface avec une vigueur redoutable. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, les courtiers survoltés ont été remplacés par des communautés sur Discord et des influenceurs Instagram. Aujourd'hui, il y en a des dizaines chaque jour sur le marché de la crypto, et ça n'en devient que plus aberrant que certaines personnalités utilisent ces méthodes. Et quand je parle de personnalité, ça parle de la Hawk to Girl ou d'un garçon de 14 ans jusqu'à un certain président et toute sa famille. Et évidemment tout ça sans risquer quoi que ce soit de par le peu de régulation existante aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, 12 ans après la sortie du film. Les arnaques financières sont à un stade hors norme, alors même qu'on en entend de plus en plus parler, on fait de moins en moins attention. Alors je te le demande sincèrement, peu importe où tu investis, si tu investis, fais de vraies recherches en profondeur avant de faire confiance à n'importe qui, car même le président des États-Unis peut en vouloir à ton portefeuille.